chez Tatou Senti. Le parfum, vous aimez? Eh bien, chez Tatou Senti, le premier podcast parfum et olfactif, on ne parle que de ça. Et oui, on sent tout. On sent les matières premières, les parfums avec les parfumeurs créateurs, sans oublier les créateurs de marques de parfums. En un mot, on y parle parfum et tout ce qui s'y rattache. Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti pour un moment convivial avec un invité pour parler de ses passions, de son parcours, de son métier et bien sûr, parfum, odeur et souvenirs olfactifs. Et maintenant, poursuivons notre balade gustative en Italie avec Alexandra Pierini. Place au miel italien, un produit moins connu. Terminons avec le miel. Vous avez 56 miels différents et 9 producteurs. Quels sont les miels qui ont le plus de succès chez Rapp Épicerie? Alors, nous avons surtout, le miel fait partie des choses que je préfère aussi dans tout ça. Et c'est un peu le métier d'apiculteur qui me fascine énormément. C'est un lien très, très, très serré qu'il y a avec l'homme, la nature et le consommateur. Le miel, c'est un produit direct. C'est un produit on n'y ajoute rien, on n'y enlève rien. Si on utilise vraiment quelque chose de très artisanal, c'est un vrai produit du terroir et c'est quelque chose de végétal qui est fait par un animal. Donc, c'est assez curieux aussi. Et les miels qui ont le plus de succès, ce sont des miels aussi qui sont très rares. C'est le miel d'amande qui est de la maison Amodeo, produit dans les montagnes des Nebrodi en Sicile, qui se trouvent à l'ouest de l'Etna. Et ce sont des miels produits par des abeilles noires. Oui. L'abeille noire qui est aussi protégée par Slow Food parce qu'elles sont très rares. Et c'est des abeilles aussi qu'on trouve aussi en Corse, des très beaux miels aussi. Et c'est un miel rare parce que c'est un miel d'hiver. Donc les amandiers fleurissent au mois de février. Donc, les abeilles se battent contre le froid, souvent la pluie, la mauvaise saison, la mauvaise température. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et le résultat, c'est un miel un peu pour connaisseurs, avec un parfum assez délicat, une couleur claire. Ça fait penser à un miel sucré et délicat, mais le parfum est très intense et ça a un arrière-goût assez amer qui peut être très surprenant. C'est en fait le goût très végétal de l'amande fraîche, vraiment du péricarpe, de ce qu'on trouve vraiment de végétal, de la tige de l'amande. Donc, c'est un miel un petit peu pour des personnes averties. Voilà. Alors, quel est le miel de votre enfance et quelle est son histoire? Là, je suis très heureuse parce que je vends le miel de mon enfance. Je vends le miel qui est produit dans la région de Corniglio, qui est le petit village dont on parlait tout à l'heure de naissance de ma maman. Et ce sont vraiment les ruches. Une partie du miel est faite avec les ruches qui touchent le terrain de mes parents. Et il y a plusieurs, selon les endroits, il y a du miel de châtaignier, miel de miellat, il y a du miel de millefleurs et le fameux 999, qui est un miel qui est produit, il s'appelle comme ça pour deux raisons, produit à 999 mètres d'altitude, mais aussi c'est un miel de toutes fleurs ou de 1000 fleurs où il en manque une, qui est la fleur d'acacia, donc il n'y a que 999 fleurs dans ce miel superbe que je suis très contente de vendre dans ma boutique. Il n'y en a que chez le producteur là-bas dans ce petit magasin et ici à Paris chez nous. Et alors, il a quel goût? C'est un miel déjà assez liquide, ambré, assez prononcé, très parfumé. C'est un millefleurs de montagne, donc assez relevé, avec des notes assez fortes de fruits toastés, un petit peu, de pignons.
Et c'est un miel quand même dans l'ensemble assez facile qu'on peut donner aux enfants. Moi, je le mange sur le pain, mais on peut sucrer aussi de la ricotta, du fromage frais, des yaourts, de faire des gâteaux. Délicieux. D'accord. Vous m'avez aussi parlé du miel de l'épine, Du Christ. de Thun. Pouvez-vous nous en C'est dire le miel plus? de Marruca. Oui, ça, c'est un autre apiculteur que j'adore, que j'ai vu d'ailleurs, j'ai rencontré la semaine dernière. Lui, il vit dans la région nord-est de l'Italie, qui est le Trentino Alto Adige, le Trentin ou Adige. Et ensuite, il a un peu des ruches. C'est un apiculteur nomade. Il voyage avec ses ruches et il les met à droite à gauche selon les endroits où Vous voulez dire dans toute l'Italie? Presque dans toute l'Italie, et surtout dans les îles, selon le miel qui a envie de produire. Le miel ça s'appelle de Marruca. C'est un miel du mois de mai. Donc, c'est un miel de printemps avancé, très fleuri. C'est un miel très joyeux, assez facile aussi d'approche, un peu plus que le miel d'amandier, qui est par contre un peu plus amer et un goût assez prononcé que moi j'aime bien manger comme ça tout seul. C'est un miel qui aide beaucoup à la digestion. Le miel, c'est un aléa pour la santé. On pourrait se soigner avec tous les miels différents. Donc, j'aime bien connaître les différences. Les dérivés de propolis et autre chose aussi. Oui. Là, c'est la saison où il faut se booster un peu le matin au lever avec une cuillère de miel, bien sûr, de propolis. Vous qui aimez le miel, quelles seraient les nuances? Puisque l'abeille, l'une est en Italie sur un terroir, l'autre en France. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petites nuances gustatives Est-ce qu'il a plus de caractère, moins de caractère sur toute la panoplie de miel qu'on peut trouver dans les deux pays? En fait, après, ça dépend vraiment de la biodiversité du lieu. Le miel de Corse, bien sûr, on peut imaginer, moi j'adore tous les miels de maquis, comme j'adore les odeurs de maquis. Et ce sont des miels qu'on retrouve très souvent, bien sûr, dans la voisine Toscane aussi, sur l'île d'Elbe, en Ligurie et dans le Latium. Et ensuite, en France, le miel, maintenant, on en fait beaucoup sur les toits de Paris aussi. C'est assez curieux, d'ailleurs. Oui, de se dire que maintenant, il y en a plus dans les villes qu'à la campagne. Oui. Pourquoi pas, ce sont des expériences à faire. Après, il faut vraiment essayer de faire un parallèle avec le même miel, à la même altitude. C'est pas évident. Ça dépend aussi beaucoup du producteur, aussi de la façon dont le travail, si on travaille ou pas, en fait, si le miel est brassé, si le miel est juste coulé, mis pas cru comme ça dans les pots. Par exemple, moi, je n'aimais pas le miel de lavande. Moi, j'ai beaucoup vécu en Provence. J'adore la lavande. J'en ai dans ma maison. C'est un parfum qui me rappelle la Provence. J'adore la couleur, les champs. Et je n'aimais pas le miel de lavande parce qu'en fait, celui que j'avais goûté, je n'aimais pas le miel de ce producteur en particulier. Donc, j'en avais un peu fait une généralité. Et bien, dernièrement, j'ai goûté un miel de lavande italien et un miel de lavande qui vient de la région de Puy-Ricard. Écoutez, maintenant, je crois que c'est le miel que je préfère. je le retrouve, je le redécouvre. Avant, je trouvais ce goût un peu savonneux que je n'aime pas dans tous les dérivés un peu des fleurs. Et en fait, le miel de lavande, selon comment on le travaille, comment on ne le travaille pas. Donc moi, je pense que celui que j'avais goûté au départ, il était vraiment trop brassé. Il avait une couleur très blanche, on aurait dit très crémeuse. Puis il y en avait peut-être trop aussi. Et il y a trop concentré. Voilà, ça ne me convenait pas du tout. J'aime pas les parfums si sucrés. Pour moi, c'était un peu écœurant. Alors que j'ai retrouvé ce miel qui est juste d'un producteur qui s'appelle Terre Ugo, qui n'est pas très connu. C'est tout en bio et c'est mon fils qui m'a fait découvrir ça au mois d'août quand j'étais dans la campagne aixoise. J'en suis vraiment conquise.
C'est vrai qu'avec la lavande, il faut y aller vraiment doucement. oui, oui, Ouais. par petites touches, Mhm. parce qu'autrement ça Oui. envahit tout et Ouais. ça gâche. Bah oui, comme certaines épices. Oui, Si oui, on en oui. met trop, la cuisine n'est pas bonne. Non. Donc, Non, mais comme vous avez dit, avec les fleurs, faut vraiment y aller très oui, doucement parce que absolument. elles, mais bon, c'est vrai qu'après c'est un peu pour tout, mais peut-être que les fleurs, faut être Oui, la encore rose, plus. la violette. Oui. Voilà, on est Mm. souvent. Je vois souvent les gens qui disent ah non 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 ça j'en veux pas, alors que j'ai goûté après des pétales de rose utilisés dans des gâteaux, surtout d'origine orientale. Oui. Et ben c'est subtil et c'est absolument divin. Oui, oui, pour ça, c'est des questions de dosage Oui, qu'il faut un petit savoir. gramme ou de trop ou une Mm, goutte de trop, ça bascule ouais. dans toute autre chose. Un instant cuisine, recette et gourmandise. Donc, avant de rentrer dans votre cuisine, j'ai remarqué que les plats italiens étaient très structurés. Quels sont les différents plats, dans quel ordre? Et est-ce que les Italiens prennent tout? Oui, les Italiens prennent tout. Tout, mais en petite quantité. Nous ne sommes Oui, pas plus gros que d'autres peuples. D'ailleurs, et c'est un peu ce qui fait la diversité d'un repas, un peu la variété de la cuisine méditerranéenne, c'est manger un repas très varié où il y a oui, un tout petit peu de tout, en fait, et on n'abuse pas de grand-chose. Le repas, on prend d'abord très rarement l'apéritif. oui. On passe tout de suite à ce qu'on appelle l'antipasto, l'hors d'œuvre, l'entrée. Généralement, c'est fait de quelques légumes. Ensuite, c'est le primo piatto, le premier plat. Généralement, c'est en féculent. Ça peut être des pâtes, du riz. Ça peut être aussi des soupes, des légumineuses selon la saison, des salades aussi de pâtes. Ensuite, c'est le secondo piatto, donc le deuxième plat. Là, par contre, on a la protéine. Ça peut être de la viande blanche. On mange beaucoup de volaille, du gibier dans certaines régions et aussi du poisson. Mais on utilise, nous, beaucoup aussi de viande blanche, viande vraiment de tous les jours. On utilise beaucoup plus le veau que le Oui. bœuf en France. Donc la viande, elle est un peu plus légère. Absolument. Plus digeste. Plus digeste, même si j'adore aussi le bœuf Oui. français. Ça me mangeait tout seul comme ça, juste grillé, délicieux. Et ensuite, on a toujours ce qu'on appelle les contorni. Donc, généralement, on ne mélange pas beaucoup de choses dans la même assiette. D'accord. On est capable aussi de faire une viande avec le légume, mais on peut aussi manger la viande avec son jus ou assaisonné d'un peu de citron ou des herbes fraîches et manger les légumes à part, tout seul. D'accord. C'est intéressant ça. Et Et depuis toujours? depuis toujours, oui. C'est il contorno. Et souvent, si on voit dans des trattorie et dans des petits restaurants italiens, contorno, donc l'accompagnement, on le commande à part. Ah. Donc le plat de viande, c'est le plat de viande ou le plat de poisson, c'est Tout juste seul. ça. Et l'accompagnement, on le choisit après. Là, dernièrement, depuis quelques années, on fait différemment parce que la cuisine, c'est un Oui, peu bouger. internationalisé Tout à fait. aussi. Donc, mais si on regarde bien Les dans la traditions tradition, c'est comme italiennes, ça. d'accord. Et le fin du repas, c'est généralement des fruits, c'est jamais un dessert. Le dessert, c'est pour les moments de fête, Oui. pour le 4 heures, pour le thé, voilà le moment du café. Mais on finit le repas généralement avec des fruits. Donc, on finit avec une douceur pas trop sucrée. Enfin. Et alors justement, j'ai l'impression que dans la gastronomie italienne, elle se déguste dans des endroits assez précis qui ont chacun leurs coutumes, comme la trattoria, l'osteria, la pizzeria, l'enoteca. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et quels sont les plus courus aujourd'hui? Alors après, ça dépend des régions. Là aussi, Oui. c'est très régional, la répartition des différents types de restaurants. Ça dépend des habitudes culinaires, en fait, un petit peu liées à chaque région. Mais c'est vrai que la pizzeria, c'est bien sûr l'endroit le plus fréquenté. En général, les Italiens vont à la pizzeria une fois par semaine. On y va en famille. Oui. C'est la sortie vraiment assez courante. C'est généralement vraiment pas cher
Et donc, ça ne pèse pas sur le budget. Ça ne fait vraiment pas une véritable sortie. C'est juste on change d'air. Ensuite, le restaurant véritable, on l'a toujours pour les occasions particulière, une sortie avec l'amoureux ou l'amoureuse, un anniversaire, une occasion. Et ça, c'est ou le samedi. Le ristorante, samedi, par exemple. Ensuite, l'osteria, c'est quand on veut aller boire un verre en mangeant un plat. Et la trattoria, c'est vraiment le lieu de tous les jours, très simple, où il y a une cuisine familiale. Souvent en Italie, vous n'avez même pas la carte. Il y a un menu écrit sur les murs. On mange à bon marché. Il y a les plats. En général, c'est la maman qui cuisine. On décline très souvent aussi le menu comme ça à table. Et ce sont les propositions du jour. Souvent, dans les villages, on ne choisit même pas. Mais bon, ça doit être généralement, très bon. c'est très bon, c'est pas très cher, on est rarement déçus. Vous nous avez donné un avant-goût de comment, pour le livre, vous mettez au point vos recettes. Mais autrement, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que en dehors de ce marché, comment viennent les idées, quelles sont... C'est vrai que c'est le produit. J'ai une chance énorme d'avoir des amis, de la famille ou même les clients, des personnes qui m'amènent très souvent des produits pour me faire goûter. Et le fait d'amener un produit, ça génère derrière tout de suite une préparation, donc une recette. Et donc à ce moment-là, je demande à la personne comment il l'a mangé, comment il aime le cuisiner, ou sinon, c'est comme ça, je vais un peu au feeling et j'essaie de l'adapter à ma façon de voir, d'associer les goûts, d'associer les aliments, les ingrédients. Et je crée en fait la recette comme ça. Mais très souvent aussi, j'aime beaucoup découvrir quand je vais sur place en Italie, mais j'adore aussi la cuisine française. C'est parce que mon origine m'amène à parler d'Italie, mais je suis curieuse de toutes les cuisines, de tous les produits, de tous les bons produits en fait. Et quand je vais sur place, quand je goûte des choses, ça m'ouvre tout de suite une perspective de nouvelles recettes. Donc, c'est l'inspiration constante. Ça dépend un petit peu de qui je suis. Les personnes me parlent très souvent de cuisine et me donnent des idées. Donc, soit je les note, soit je cuisine, soit je les mets dans un coin de ma tête comme ça et je me dis, mais tiens, là, j'en ai entendu parler, je ne sais plus par qui, comment, mais j'ai déjà un peu le goût, la moitié de la recette composée dans ma tête. Vas-y, on court en cuisine et on prépare. Il y a un moment dans la journée où les idées fusent plus qu'un autre, où il faut que vous soyez presque dans votre cuisine pour que les choses... En fait, il faut que j'ai faim. En général, quand je commence à avoir faim, je cuisine, je peux être... produire beaucoup de matière. Et comme j'ai faim assez souvent, je suis très productive. Mais puis comment faites-vous? Parce que vous êtes mince. Oui, en fait, comme je dis, je mange. Mais je ne suis pas une grosse mangeuse en grosse quantité. Ma cuisine est très variée. On cuisine très, très souvent à l'épicerie. On essaie toujours d'avoir le temps parce que déjà, il faut que ça commence par nous. Tous les clients peuvent témoigner. Il n'y a pas un jour où on rentre dans l'épicerie, on ne sent pas l'odeur de cuisine. Parce que c'est comme ça, nous, c'est notre façon de vivre, nous, à l'épicerie, tous ensemble, de partager un plat, parfois en 2 minutes, parce que nous sommes quand même, nous n'avons pas trop le temps de déjeuner, mais nous prenons le temps aussi. Ça nous permet en même temps de tester, de goûter tout le temps en permanence tous les produits, tous les nouveaux arrivages. Et puis, on a beaucoup de références. Et donc, c'est une façon, au moins tous ensemble, d'essayer et de connaître les produits qu'on vend sur les étagères. Et puis de partager aussi les ressentis, j'imagine, et ce que les uns et les autres... Ah oui, non, ça c'est indispensable. Ça, peut-être, je crois, des meilleurs moments de la journée. D'ailleurs, ils ont tous goûté, quand tout le monde à l'épicerie était content, tous mes collaborateurs, garçons et filles, contents de savoir que j'allais faire un livre de recettes avec Sonia, parce que ils l'admirent dans tous les sens, ils adorent Sonia, et puis elle le sait
d'ailleurs. Et donc, le fait de s'échanger comme ça, pour eux sont devenus les premiers fans. Ils ont testé toutes les recettes du livre, au moins 3 fois, parce que c'est un peu un rituel. Je fais les recettes minimum 3 fois avant de les écrire, de la valider complètement. Oui. Il y a toujours plusieurs façons. Et donc, ils sont contents parce qu'ils savent, quand elle est bonne au premier coup, ils sont super contents parce qu'ils savent que ça va être encore meilleur. Et donc, c'est la fête en permanence. Mais alors, dites-moi, vos clients vous réclament pas le restaurant? Tout le temps, tous les jours. Tous les jours, et je leur dis, écoutez, non, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, et ça sera pas pour après-demain. Je sais pas si j'ai quand même eu une expérience de restaurant pour 17 ans à Marseille, qui était une très belle expérience. À Paris, pendant 3 ans. À Paris, la vie de restaurant me prenait vraiment trop de temps. J'étais trop loin de l'Italie et je n'avais vraiment pas le temps de partir, et même pas la santé physique en fait, de voyager aussi souvent que je le fais maintenant et que je le faisais quand j'étais à Marseille pour aller voir les producteurs. Et donc, ce n'est pas possible, c'est inconcevable mon métier sans pouvoir me déplacer, aller en Italie. Donc, je suis revenue à mon métier, que celui d'épicière, vraiment, ce pont, cet anneau, ce lien entre le producteur qui est votre ADN, et le client, si on regarde les choses. Donc voilà. Donc, je cuisine, mais je cuisine quand même d'une autre façon. Voilà, je le cuisine à Versonia. J'écris depuis des années des livres. Je partage de cette façon. Souvent, quand je suis invitée dans les émissions, je cuisine aussi. Voilà, je le fais avec mon entourage et j'essaie de le faire en donnant les conseils, voilà, sous une autre forme. Mais j'adore cuisiner pour les gens que j'aime toujours et c'est ma façon de communiquer avec eux, en fait. Oui, absolument. Puis c'est autre chose. Et c'est vrai qu'un restaurant, aujourd'hui, c'est beaucoup de responsabilités et de charges. Il y a des contraintes qui ne sont pas forcément celles qu'on a choisies au départ. Non. Et que ce n'est pas vraiment la vocation de quelqu'un qui veut restaurer, en fait, réellement les gens, qui veut accueillir des personnes, faire une cuisine, un partage de goût. Voilà, il y a plein d'autres choses qui viennent un peu en tant que parasites dans tout ça, des choses plus concrètes, économiques, et qui sont administratives indispensables aussi pour le bon fonctionnement. Mais voilà, c'est un peu dommage. Je l'ai fait pendant longtemps quand même. Et ça reste une bonne expérience. Oui, absolument. Mais c'est grâce à ça. Les gens qui ont goûté à ma cuisine, ils me comprennent mieux, en fait, maintenant. J'ai cru aussi lire que un de vos autres ingrédients dont on a peu parlé, mais qu'on a mentionné, qui est le pesto, est quelque chose que vous aimez beaucoup, puisque vous avez créé un concours. Et donc, je crois que c'était la 3e année, cette année. Donc, racontez-nous un tout petit peu comment ça s'est fait. C'est cette sauce exceptionnelle qui est propre à la cuisine de Gênes, à la cuisine ligure. Donc, c'est la sauce froide à base de basilic, principalement, mais d'ail, de parmesan, de fromage de brebis sarde, d'huile d'olive, de pignon, qu'on fait avec un mortier au départ, qu'on peut faire aussi avec un mixeur. J'écris aussi un petit livre parce qu'il fallait que je fasse un hommage à la sauce de ma ville, de celle qui me caractérise un peu, ce parfum incroyable que j'adore et que j'ai senti longtemps dans la cuisine de maman aussi. Et donc, j'avais besoin de parler aussi de ma ville, de ma région. La Ligurie, ce n'est pas vraiment la région d'Italie qu'on connaît le plus, surtout gastronomiquement. On connaît le pesto, mais difficilement, on arrive à lui donner un lieu de naissance. Oui, donc voilà, j'ai dit, il faut le faire. Et puis, mon ami, confrère italien Roberto Panizza, c'est le roi du pesto en Italie. Il a organisé, donc c'est un peu à la tête du championnat du monde de pesto à Gênes, qui a lieu depuis vraiment plusieurs années maintenant. Et donc, moi, à Paris, j'organise tous les 2 ans. Donc, ça a été la 3e année l'année dernière. Le prochain, ça sera donc en 2020. La sélection française avec le championnat du pesto à Paris au mortier, bien sûr, c'est de façon traditionnelle. Où il y a généralement, on organise ça avec 30 candidats
c'est n'importe qui peut s'inscrire. On peut être professionnel ou pas. Ça ne veut pas dire qu'un professionnel sache faire un meilleur pesto qu'une cuisinière ou un cuisinier. Et donc, la personne qui gagne a droit donc, à participer au championnat du monde à Gênes, tour frais payé, qui se passe donc l'année suivante. Et il participe à ce moment-là à un concours de 100 personnes. Et alors, dans les pestos et dans le basilic, il y a plusieurs variétés. Quelle est celle que vous aimez le mieux ? Alors, normalement, on devrait, c'est ce que j'écris un peu dans mon livre, qui est difficile maintenant, le mot pesto est vendeur. Oui. Donc, dès qu'on parle de pesto, de quelque chose, les gens ont l'impression de connaître et ils achètent. Mais en fait, le pesto, c'est que le pesto génois. Uniquement les recettes traditionnelles à base de basilic. Les autres, ce sont des sauces à base d'autres choses et qu'on appelle le pesto parce qu'en fait, c'est un ensemble d'ingrédients généralement produits à froid, avec de l'huile d'olive, des oléagineux et un élément végétal. Mais voilà, le mot pesto n'est pas toujours approprié. Mais comme il ne faut pas rester renfermé dans ses idées, j'adore ce qu'on appelle le pesto de fenouil. Le fenouil et les guanisés dans la cuisine, j'aime beaucoup, avec des pignons, mais aussi des amandes et des jambes d'anchois ou des sardines qu'on fait très souvent dans la cuisine en Sicile. Et j'aime aussi le pesto rosso, le pesto rouge avec les tomates séchées, un petit peu de piment pour relever. Mais dans les variétés de basilic, il y en a plusieurs. Il y a une verte, il y a une pourpre. Quel est celui qui est utilisé Alors, en Italie, c'est le basilic génois, oui. Qui est un basilic qui est un peu différent. Il y en a beaucoup de sortes de variétés de basilic alimentaires. Et celui génois, c'est une toute petite plante qu'on ramasse au maximum aux 15 cm. Il est cultivé dans les hauteurs de Gênes, dans la province de Savone, surtout à Pras. On connaît le basilic de Pras. Et il est toujours vendu avec sa motte de terre et les racines, un gage de fraîcheur, donc qu'on peut garder et même replanter, mais qu'on utilise donc dont les feuilles, elles sont toutes fines, un peu roquequevier, mais sont moins épaisses et d'un verre grande et un verre beaucoup plus clair, très très parfumé. Et ça, la caractéristique de ne pas avoir cette note mentholée qu'on peut trouver souvent dans d'autres basilics, surtout dans un très bon basilic napolitain, qui est spécialement utilisé dans une sauce tomate plutôt. Maintenant, partons vers un petit questionnaire perso. Est-ce que la cuisine et le parfum ont une influence sur votre morale ? Oui, ceux qui me connaissent bien savent que quand on rentre chez moi, ça sent toujours quelque chose. J'ai besoin de vivre entourée de bons produits d'artisans comme mes produits d'épicerie, mais j'ai besoin aussi d'avoir toujours de la musique autour de moi et des arômes, des parfums. Le parfum ambiante dans la maison, il faut toujours que ça soit quelque chose de très accueillant et quelque chose de très présent, qui ne soit pas entêtant, qui ne vienne pas s'imposer, mais qui soit toujours là, un petit peu subtil et qui réconforte. Quel est votre geste anti-stress ? Je cuisine. C'est une bonne chose. Quel est votre geste écolo ? Je cuisine les restes. Quelles sont vos autres nourritures ou passions qui viennent vous nourrir quand vous avez le temps, parce que les journées doivent être bien pleines? Il faut que ça superpose. Il faut vivre avec la musique. J'ai toujours la musique chez moi. Je rentre dans ma maison, je programme ma radio de façon que quand je rentre, il y a toujours elle vous accueille. Elle m'accueille, oui. Classique ou moderne ou jazz ou un peu de tout? C'est un peu jazz, j'aime beaucoup, mais aussi j'aime beaucoup la musique classique. Et quand c'est une musique d'ambiance, j'aime aussi, j'aime toutes les musiques en fait. Après, ça dépend des moments. C'est un peu comme un ingrédient, ça dépend. J'aime pas toujours le piment, mais de temps en temps, oui. Voilà, la musique, je l'aime un peu toute pourvu qu'elle soit intéressante. Et alors, quel est le produit que vous offrez le plus souvent ?
de la nourriture, pas de la personne. Ça, Oui. c'est assez, chacun m'inspire d'une autre façon. J'offre souvent aussi les livres. Mhm. Les livres, j'aime beaucoup les tissus. Donc, souvent, je me débrouille pour offrir un tissu. Ça peut être un torchon, ça peut être j'emballe le cadeau dans un tissu. Mais dernièrement, j'apporte toujours des choses de mes voyages. Mhm. Ça peut être aussi, j'étais à Marseille un coup de vent, j'ai porté j'ai couru pour acheter des navettes au four à navettes à Marseille parce que j'avais envie de sentir cette fleur d'oranger. Oui. Voilà, et la fois d'avant, j'avais ramené les épices Rabelais, qui c'est par contre un parfum qui me rappelle Marseille, mais qui me rappelle aussi le marché des Capucins, Noailles et toutes ces épices orientales. Cette odeur un peu entêtante, mais que je mets aussi dans les tiroirs. C'est pas forcément pour moi uniquement un parfum de cuisine, c'est aussi un parfum de beauté, d'ambiance. Pour conclure, terminons sur une émotion olfactive. Et donc, pour cette note olfactive, quels sont vos parfums préférés ou celui du moment et pourquoi? Alors, j'ai plusieurs parfums préférés. Généralement, ce ne sont jamais des parfums très connus. Là aussi, j'aime beaucoup le parfum artisanal, qui a un peu une histoire. Un parfum que j'ai depuis quelque temps, c'est un peu un souvenir affectif. C'est un parfum que ma maman m'a offert. C'est un parfum fait par un créateur de vêtements génois. C'est Guillino. C'est une eau de Cologne 1893 parce que c'est l'année où la marque Guillino à Gênes a démarré. Ce sont des créateurs de mode. Ils ont des très beaux tissus et ce parfum que je trouve assez extraordinaire où il y a des notes surtout de figuier et on retrouve beaucoup les herbes méditerranéennes, le maquis. C'est frais et persistant en même temps. Mais j'adore les parfums pas trop fleuris, pas trop féminins, trop marqués. J'aime beaucoup tout ce qui rappelle un peu en fait la nature. Il faut qu'il y ait des notes un peu légèrement sucrées, un peu enveloppantes et chaudes. Mais pas trop non plus. Pas trop, non. Il faut qu'il y ait un peu d'épices aussi. Et Quel type d'épices? J'aime le poivre. Le noir ou le blanc? Le blanc, c'est plus discret, mais selon l'association, le poivre noir, j'aime aussi. J'aime beaucoup la réglisse, j'aime la cistre, tout ce qui est un peu, qui rappelle un peu le fenouil, l'anis. J'aime le mûrier, la prune, ce qui rappelle aussi le fruit cuit, la prune cuite. Mais ça me vient des odeurs un peu de mon enfance. Ça, un peu le santal, le patchouli légèrement. Et j'adore un parfum que je n'ose pas acheter parce que c'est un parfum que j'ai senti sur une amie, que rien que le nom s'appelle Acqua di Sale, eau de sel. C'est le parfum de l'eau qu'on a sur les lèvres quand il y a du vent. Je crois que c'est produit par un parfumé à Rome. Et je n'ose pas l'acheter parce que c'est leur parfum. Oui. Donc, je ne veux pas... c'est quelque chose... je trouve que c'est très personnel. Tout à fait. Et j'ai, sauf le parfum que ma maman m'a offert, c'est assez incroyable, jamais quelqu'un m'a offert un parfum que j'aime. C'est toujours les parfums que je m'achète, que je préfère. Et je n'ai pas encore trouvé la personne qui a compris quel parfum j'aime. Alexandra, merci beaucoup. Et surtout, c'est un plaisir. Ne manquez pas d'aller chez Rap Épicerie. Et je répète son adresse, 4 rue Fléchier à Paris dans le 9e. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci Alexandra de nous avoir fait vivre votre passion pour les ingrédients et les traditions de la cuisine italienne. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur iTunes ou SoundCloud et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant l'épisode mardi prochain, sentez-vous bien.